C'est le grand entretien de ce Smart Impact, 26 minutes avec une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Guillaume Richard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur de WeCare, entreprise fondée en 1996. Le chiffre d'affaires 2024, près de 500 millions d'euros, 23 000 salariés, dont 3 000 à l'étranger. Comment va l'entreprise? Je pourrais commencer par ça. Vous êtes en croissance. Si on regarde le chiffre d'affaires 2024 par rapport à 2023, 2022, c'est une croissance assez régulière. Oui, c'est une croissance qui est forte, portée par l'ensemble de nos métiers. Donc, WeCare, c'est un groupe qui comprend aujourd'hui 16 marques différentes, dont O2 est la plus connue, mais il y a aussi YAPEF, il y a la Compagnie des Lavandières, il y a France Présence, etc. Ça, ce sont pour les marques en France. Interdomicilio, Bonadea, en Espagne, au Portugal et en Amérique latine. Et donc, le groupe est porté à la fois par la dynamique du secteur, notamment sur l'accompagnement de la personne âgée, où avec le vieillissement de la population, nous avons un boulevard pour les dizaines d'années qui viennent, parce que ce choc démographique, il est certain, il est documenté et il est en train de se produire. Et puis, il y a aussi sur même des métiers comme le ménage, l'entretien de la maison ou l'entretien du jardin, il y a une volonté de plus en plus importante des Français de déléguer des services pour lesquels ils se sont rendus compte que faire appel aux autres, c'était être mieux servi que par soi-même. Parfois, c'est mieux en fait Moi, de si déléguer. je réfléchis à mon jardin, par exemple, j'en suis sûr que ce sera beaucoup mieux fait par des professionnels. Le point commun de vos métiers, de vos marques, c'est le service à la personne. Le point commun, c'est l'attention portée aux autres. L'attention portée aux autres. C'est vraiment le cœur de notre métier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle WeCare. Avec le jeu de mots, alors le OUI écrit en français, ça donne un caractère affirmatif, ça donne un caractère français, mais en même temps, ça se prononce comme le oui, W-E anglais. Nous, WeCare, nous portons attention. Et c'est vraiment le cœur de notre métier et qui, derrière, va être décliné dans l'entreprise à mission que nous sommes devenus, parce que c'est vraiment le point commun, porter attention à nos clients. Et pour porter attention à nos clients, d'abord porter attention à nos collaborateurs. On va y revenir sur ce choix de devenir une entreprise à mission, mais peut-être restons d'abord sur l'ambition. Vous avez déjà des marques hors de France. Vous avez une ambition mondiale, européenne? Alors effectivement, ça peut paraître un peu surprenant, mais il y a, en 2005, il y a 20 ans, on faisait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Notre premier concurrent était un Américain, ServiceMaster, faisait 3,5 milliards de dollars. Et nous, du haut de nos 250 000 euros de chiffre d'affaires, on s'est dit, notre ambition, c'est de devenir numéro 1 mondial. Déjà à l'époque, vous disiez Déjà ça. à l'époque, et vous pourrez retrouver les interviews de 2005-2006. Je vous fais confiance. Où on explique que notre ambition, c'est de devenir numéro 1 mondial. Mais comme on est aussi des gens réalistes, ambitieux, mais réalistes, on s'est donné 30 ans pour devenir numéro 1 mondial, 10 ans pour devenir numéro 1 français, 20 ans pour devenir numéro 1 européen, 30 ans pour devenir numéro 1 mondial. Est-ce qu'aujourd'hui on est numéro 1 français? C'est très clair. Est-ce qu'on est numéro 1 européen? C'est pas si clair parce que les statistiques au niveau européen ne sont pas vraiment partagées et hyper fiables. En tout cas, on fait partie des 3 premiers. D'accord. Est-ce qu'on sera numéro 1 mondial dans 10 ans? C'est sûr. Et c'est ce à quoi je m'attelle tous les jours. Faire en sorte que la qualité de vie à la française puisse s'exporter à l'international. Ça passe forcément par des rachats de concurrents? Ça passe forcément par des rachats de concurrents, ça passe aussi par la croissance organique, qui peut être de 2 types. Soit on développe notre propre agence, notre propre marque nous-mêmes, soit on le fait par des partenaires franchisés. La franchise est aussi un élément qui est hyper important dans notre modèle parce que ça permet d'accélérer, puis ça permet d'embarquer des entrepreneurs avec nous dans notre projet et ne pas que ça soit exclusivement le projet d'une équipe française ou de quelques entrepreneurs en France. Cette rubrique, elle s'appelle « Prêt pour l'impact ». Donc, je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt pour l'impact? Et puis surtout, quand vous employez le mot impact, vous pensez d'abord impact sociétal, impact social, avant de parler de l'impact écologique? Je pense à tous les impacts et aussi impact économique. Parce qu'il y a un point qui me semble fondamental, c'est que l'impact social, sociétal, environnemental ne doit pas se faire au détriment de l'impact économique. L'un est au service de l'autre et l'autre est au service de l'un. Et si vous regardez le logo de WeCare, c'est un cœur et une maison. Et la maison qui représente
l'aspect économique, parce que c'est là où on fait nos services, les services à domicile, et rejoint dans le cœur, qui est le sens, qui rejoint dans la maison, qui rejoint dans le cœur, qui rejoint dans la maison, qui rejoint, etc. Et c'est la performance économique permet de financer le sens, qui accroît la performance économique, qui finance le sens, qui accroît la performance économique. Et vouloir dissocier l'un et l'autre est, à mon avis, est à mon sens, la plus grande erreur qu'on peut commettre, parce que derrière, on se dit, bah oui, je vais faire de l'impact. Je vais faire juste de l'impact en disant, mais c'est de l'impact exclusivement environnemental, social ou sociétal. Non. Il faut que ça soit aussi un impact économique, parce que c'est l'impact économique qui va financer, et c'est la qualité et le sens que vous allez donner à votre action qui va faire aussi que vous allez être plus performant. Et je vais vous donner juste quelques exemples. Allez-y. Dans notre métier, on intervient systématiquement au domicile de nos clients. Et donc, le déplacement pour aller chez nos clients est quelque chose qui est inévitable. Et on peut agir sur ces déplacements pour les réduire au maximum, pour travailler sur la qualité des plannings de nos intervenants. Et quand on fait ça, on va réduire le nombre de kilomètres, on va donc réduire l'impact écologique, on va réduire aussi les frais dépensés. Et on va réduire le niveau de pénibilité et de risque pour nos salariés parce qu'ils vont passer moins de temps dans leur voiture, dans le transport. Et donc, on voit bien sur cet exemple... Les trois objectifs sont liés. Quoi. Absolument. Ouais. Et quasiment systématiquement, en fait, vous avez un lien entre le sens et la performance. Et si je n'ai que le sens, à ce moment-là, autant faire une ONG, une association. Ouais. Si je n'ai que la performance, je n'aurai pas la durabilité, je n'aurai pas la soutenabilité, je n'aurai pas les choses qui peuvent durer dans le temps. Il faut que ça soit sens et performance. L'un au service de l'autre, qui est au service de l'un, qui est au service... Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Mais ça veut dire que dans vos métiers, par exemple, prendre une décision, c'est peut-être vrai pour plutôt d'autres secteurs et d'autres entreprises, mais il y a des décisions qui vont coûter d'abord de l'argent pour réduire son impact environnemental, il n'y aura pas de retour sur investissement rapide, etc. etc. Vous cherchez quand même un retour sur investissement rapide quand il y a une décision qui permet de faire baisser l'impact environnemental ? Le retour sur investissement, il existe. Et donc, après, il peut être soit rapide, soit à moyen terme, soit à plus long terme. Mais à chaque fois, on va se poser la question de comment est-ce que ça améliore la performance économique. Et ça peut améliorer la performance économique sur du plus long terme. Par exemple, quand je vais travailler sur des techniques qui vont me permettre d'avoir un moindre impact écologique, je vais améliorer mon image. Et l'image, c'est un impact à moyen, long terme. Mais ça va avoir aussi un impact. Et je vais améliorer mon image marque employeur, mais aussi par rapport à mes clients. Et donc, il faut à chaque fois se poser cette question. Et comment est-ce que j'oriente les choses ? Et puis, je priorise aussi en fonction de ce qui a le plus d'impact social et d'impact économique ou d'impact sociétal ou d'impact environnemental. Quelques chiffres, cette étude que vous avez commandée au cabinet Occurrence sur les Français et les services à la personne. 7 Français sur 10 apprécient les professionnels des services à la personne. Et alors c'est intéressant, 27% des utilisateurs de ces services éprouvent un sentiment de culpabilité. Voilà les chiffres qui s'affichent. Et alors je vais m'appuyer sur une citation. Vous disiez, il y a beaucoup de culpabilité, surtout chez les femmes, à demander à quelqu'un de cuisiner pour sa famille ou à s'occuper de ses parents. Est-ce que c'est pour ça que vous avez lancé un programme qui s'appelle Dare to Care ? C'est absolument pour ça. Le premier obstacle au recours au service à la personne, c'est la culpabilité qui pèse surtout d'ailleurs chez les femmes. Ouais. Parce que si vous ne faites pas, si vous ne vous occupez pas de vos enfants, vous êtes une mauvaise mère. Si vous ne faites pas la cuisine, vous êtes une mauvaise cuisinière. Si vous vous occupez pas de vos parents âgés, vous êtes une ingrate. Si vous ne faites pas le ménage, vous êtes une feignasse. Ouais. Et on fait porter ça beaucoup plus sur les femmes que sur les beaucoup hommes. Plus sur les femmes que sur les hommes encore aujourd'hui, parce qu'il y a un point qui est culturel. Et en fait, tout le point, c'est de dire, non. Qu'est-ce qui est le mieux pour mes parents âgés ? Est-ce que c'est que je me sacrifie et que j'arrête de travailler ou que je contraigne mon travail, mon équilibre
personnel, mon équilibre familial, pour aller faire quelque chose sur lequel je ne suis pas, par ailleurs, la plus performante. C'est pas parce que aimer n'est pas suffisant pour bien aider. Et donc, c'est pas parce que j'aime le plus ma vieille maman âgée que je sais comment prévenir les escarres, que je sais comment la porter sans lui faire mal et sans me faire mal. Et même si je sais faire, est-ce que c'est à moi de lui faire sa toilette intime ? Vous voyez le point de destruction aussi psychologique. Psychologiquement, c'est pas bien, c'est pas sain de devenir le parent de ses parents. Nos parents, ils doivent rester nos parents. Et donc, confier à des professionnels le technique pour garder pour soi tout l'affectif. Et ça, c'est hyper important. Et alors, oser confier ses parents à des professionnels qui vont faire le technique, parce que comme ça, nous, on se concentre, nous, les enfants, nous, les aimants, on se concentre sur notre rôle d'aimant. Convaincu sur ce principe. Ce programme Dare to Care, de quoi il s'agit ? Eh bien, il s'agit de dire oser dare, oser porter attention, oser confier vos parents âgés, oser venir dans ce service pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Parce qu'il y a aussi des hommes de ménage, et l'homme de ménage est une femme de ménage comme les autres, pour parodier un peu le film avec Elsa Zilberstein et Antoine Decaune, parce que ce sont des métiers qui sont absolument formidables. Parce que vous pouvez aussi entreprendre. Dare to Care, c'est aussi oser entreprendre dans les services à la personne. Et donc, c'est ça qu'on veut faire passer comme message, c'est oser porter attention aux autres et en portant attention aux autres, on crée aussi une société qui est plus belle. C'est une sorte de manifeste manifeste. Pour ces métiers-là aussi ? C'est un manifeste pour ces métiers, pour dire que ce sont des super métiers. Et d'ailleurs, parfois j'entends dire qu'il y a des problèmes d'attractivité parce qu'on a des problèmes de recrutement. Mais ça n'a rien à voir. On n'a aucun problème d'attractivité. Si je prends juste mon groupe, cette année, c'est 800 000 candidatures. Si j'enlève les candidatures qui sont en doublon en plusieurs marques, qui sont sur plusieurs agences, c'est 400 000 candidatures uniques. Il y a 23 millions de salariés dans le privé. 400 000 candidatures, c'est-à-dire que j'ai 2% de la totalité de la population active française qui postule chez nous. C'est énorme. Il n'y a aucun problème d'attractivité. Oui, mais c'est quand même des métiers où le turnover est assez important. Ou alors, après j'ai des problèmes de recrutement. Et j'ai parfois des problèmes de fidélisation, mais c'est surtout des problèmes de recrutement. D'accord. Parce que il y a plein de personnes qui postulent, parce que justement, elles voient l'intérêt de ces métiers, tout le sens de ces métiers. Mais la problématique, c'est qu'elles n'ont pas forcément les compétences qui sont attendues par nos clients et donc par l'entreprise. Parce que vous nous confiez ce que vous avez de plus précieux. Et donc, comme vous nous confiez ce que vous avez de plus précieux, vous avez un niveau d'exigence qui est hyper élevé. Et ce niveau d'exigence, il se traduit aussi dans ce que nous, on attend de la part de nos salariés, parce que ce sont des métiers qui nécessitent, au-delà d'un socle absolument impératif qui est du savoir-être, des soft skills, ça nécessite aussi de la technicité et de la maîtrise technique. On y reviendra un peu plus tard sur le turnover et ce que vous mettez en place pour effectivement retenir vos salariés, mais je voudrais qu'on parle du travail au noir, parce que vous avez réalisé une étude auprès de la population française pour analyser les pratiques dans ce secteur des services à la personne, travail déclaré, travail dissimulé. Quelques chiffres, par exemple en 2025, 48% des prestations à domicile sont réalisées de manière non déclarée, et pour 43% des Français, le travail non déclaré reste avant tout une solution économique. Bon, quand vous commandez une étude comme celle-là, quel est votre objectif ? Peut-être d'alerter déjà sur l'ampleur du phénomène, et puis ensuite, qu'est-ce que vous mettez en place, vous ? Alors, ce type d'études, on les fait depuis 15 ans. Pourquoi ? Parce que dans notre secteur, notre concurrent numéro 1, c'est le travail au noir. D'accord. C'est le travail au noir. On est sur un marché qui fait 23 milliards d'euros déclarés en France, et il y a à peu près la même chose qui se fait de façon non déclarée. Donc, avant de vouloir me battre contre mes petits confrères, peut-être qu'il faudrait qu'on s'attaque tous ensemble au travail noir. Donc, il faut comprendre quelle est l'ampleur de ce travail noir, qui d'ailleurs est très souvent du travail gris, c'est-à-dire je déclare quelques heures et il y en a d'autres que je ne déclare pas. Donc, quelle est l'ampleur ? Quelles sont les causes ? Pourquoi est-ce que les gens continuent ? Et donc, on s'aperçoit aussi que la première problématique, c'est l'absence d'information. Déjà, la mauvaise connaissance sur le crédit d'impôt. Il y a
un tiers des Français qui ne connaissent pas l'existence, et il y en a un tiers qui savent que ça existe, mais qui ne savent pas exactement quel est le montant, qui pensent que... Comment ils peuvent l'utiliser, est-ce qu'ils y ont droit, etc. Et quel est le montant. D'accord. Et donc, il n'y a que un tiers des Français qui savent qu'il existe un crédit d'impôt et que ce crédit d'impôt est de 50% des sommes dépensées. Mais ça, c'est à l'État de mieux informer? Non, c'est aussi à nous. C'est à vous aussi. C'est à nous. Et c'est à nous d'être aussi une force pour expliquer à nos clients et à nos salariés, pourquoi le travail au noir, déjà, est économiquement pas plus intéressant que le travail déclaré grâce aux 50% de crédit d'impôt, mais aussi en quoi, quand on est un employeur, prendre quelqu'un au travail noir, c'est le maintenir dans une condition qui est socialement catastrophique. Pourquoi c'est socialement catastrophique? Et pourquoi c'est une forme d'esclavage moderne? Parce que si je prends une femme qui travaille au noir, si elle travaille au noir, elle n'a pas de fiche de paye. N'ayant pas de fiche de paye, elle n'a aucune protection sociale individuelle, elle n'a aucune possibilité non plus de louer un logement. Et donc, si jamais ça se passe mal avec son conjoint, elle est bloquée. Elle est bloquée. D'ailleurs, dans l'étude, il y a ce chiffre, 6 Français sur 10 considèrent que le travail au noir freine la liberté des femmes, sont les premières à souffrir Absolument. des conditions de travail. Mais bien évidemment. Et c'est ça dont il faut se rendre compte, parce que moi, j'ai entendu souvent des gens qui disent bah, je l'emploie au noir, comme ça, elle gagne mieux sa vie. Pour lui rendre service. Mais pas du tout. Et ces gens n'étaient pas de mauvaise foi quand ils disaient ça. Ils le pensaient sincèrement. Non. Employer quelqu'un au noir, c'est absolument pas lui rendre service. Vraiment, vraiment pas. Et c'est aussi, il faut aussi prendre un risque pour soi en tant qu'employeur. Oui, bien évidemment, mais ce risque, il est... C'est pas le plus important. On va dire, il est largement théorique. Bien évidemment, si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe de façon... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle. Non, il n'y a pas de contrôle. Le vrai risque, c'est si jamais il y a un accident qui se passe. C'est ça. S'il y a un accident, là, ça peut être dramatique. Moi, j'ai le cas de quelqu'un qui aujourd'hui est client chez nous parce qu'avant, il employait quelqu'un au noir et la personne a traversé une vitre. Elle n'a pas vu que la porte d'une baie vitrée, elle n'avait pas vu. Hop, elle s'est blessée très lourdement au bras et lui, il est obligé de payer à vie. Parce qu'en fait, comme la sécurité sociale n'est pas mise en place, la personne est handicapée, il est obligé de payer à vie. Donc, oui, il peut y avoir des risques très, très graves s'il y a un accident en particulier, ou si jamais, même, imaginez, il y a un vol chez vous. Et alors, c'est une... Et vous allez après derrière la police pour dire, alors, c'est une dame ou un monsieur, et alors, j'ai son numéro de téléphone portable. Bon, j'ai pas les papiers. Elle m'a dit qu'elle s'appelle, je sais plus d'ailleurs. Ok, donc vous avez employé quelqu'un au noir qui est parti avec... Ok, on a bien compris les risques pour l'employeur. Un mot sur le crédit d'impôt, parce qu'on est dans une période d'arbitrage budgétaire, je vais employer ces termes les plus soft possibles. Est-ce que vous craignez qu'il soit remis en cause au nom d'économies qu'il faut faire par ailleurs mais bon. Alors, ma seule crainte, c'est l'idéologie. Parce que si vous êtes rationnel, vous constatez quoi? Vous constatez que... 1 euro dépensé en crédit d'impôt rapporte, en fonction des services, entre 1,19 € et 1,30 €. Ce sont des chiffres sur lesquels Bercy est d'accord. À l'État? Oui, à l'État. En rentrée fiscale? En rentrée fiscale, en rentrée sociale. Et par ailleurs, évite quoi? Évite un coût de traitement social du chômage, parce que sinon, les personnes qui ne sont pas employées de façon déclarée sont non déclarées ou ne travaillent pas, et donc vous avez un traitement social du chômage. Et donc, économiquement, c'est aberrant de couper. Socialement, alors bien évidemment, ça serait totalement délirant de renvoyer des personnes qui, grâce au crédit d'impôt, ont un emploi déclaré, de les renvoyer dans une situation non déclarée. Socialement, sociétalement, économiquement, c'est pertinent. Donc le seul truc qui peut aller, c'est de l'idéologie où on se dit « Ah ouais, mais les services à la personne profitent avant tout à ceux qui ont les moyens de se les offrir. » Et donc on va les taper le client en oubliant que le principal bénéficiaire, c'est qui? C'est le salarié et l'État. Et le client, pour lui, déclaré ou au black, ça lui revient la même chose économiquement. Et donc, c'est là où ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est vraiment... Le seul risque que l'on a est un risque idéologique. Parce que économiquement, on contribue à améliorer et à réduire le déficit de l'État, parce que c'est une dépense qui rapporte plus.
c'est comme si demain, sur Bismart, on enlevait les journalistes. Je ne suis pas sûr que la chaîne s'en sortirait très bien. Pourtant, c'est le premier poste de dépense à Bismart. Oui, on n'a pas encore été remplacé par des hologrammes. Sur le fait d'être devenu une entreprise à mission, je vais rappeler la raison d'être de WeCare. Nous prenons soin des hommes et de leur environnement en contribuant au mieux grandir, au mieux vivre, au mieux vieillir de toutes et tous dans la diversité de leurs attentes, tout en portant une égale attention à nos collaborateurs et à nos clients. C'est toujours... J'adore, moi. Je l'adore. Oui, et puis c'est un moment de... quand on définit sa raison d'être, c'est un moment d'introspection pour une entreprise. Donc, c'est toujours intéressant. Pourquoi vous avez décidé de devenir entreprise à mission, qui est encore un cran supplémentaire? Alors, pour différentes raisons. Déjà, la première, c'est que c'est notre ADN. Un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, on était une entreprise à mission. En tout cas, on avait ça dans notre sang, dans notre ADN, depuis le départ, parce que WeCare, tout le sens qu'on avait donné derrière, c'est... très ancien, ça remonte très loin. Et puis, on intervient aussi dans un secteur dans lequel il y a des associations, dans lequel il y a beaucoup de public, et on est relativement proche, on a une mission de service public. On n'est pas une entreprise publique, mais on a une mission de service public parce qu'on rend des services à la population, et notamment aux plus faibles, aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, aux jeunes enfants. Et donc, devenir entreprise à mission de service public, mission auprès du public, ça avait du sens aussi pour nous. Et ça permettait, et ça permet, et ça permettra de plus en plus de dire que dans un secteur où le sens est hyper prégnant, être une entreprise à mission, c'est aussi un élément rassurant pour nos clients, pour nos salariés et pour les tiers que sont les assistantes sociales des conseils départementaux, les financeurs, etc. Parce que quand on devient entreprise à mission, on inscrit un certain nombre d'engagements dans ses statuts. Absolument. C'est ça le changement majeur. Ça veut dire que vous pourriez rendre des comptes sur un certain nombre de ces engagements. C'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit. Vous le faites déjà. Mais c'est qu'on doit. Quand vous êtes entreprise à mission, non seulement vous avez défini cette raison d'être, que je surkiffe et qui est dans notre maintenant qui sont dans nos statuts, qui est dans notre statut, mais on définit aussi les objectifs statutaires qui sont eux aussi inscrits dans les statuts. Et après, ces objectifs statutaires, vous allez les décliner en sous-objectifs auxquels vous allez associer des KPI, des éléments tangibles que vous allez devoir faire auditer. Un exemple. Un exemple, on a nos 4 objectifs statutaires concernent les salariés, les clients, l'environnement et l'impact territorial, et puis l'impact social. Et l'impact sociétal, avec notamment un fonds de dotation contre les violences faites aux femmes, etc. etc. Et donc, chacun de ces objectifs statutaires est décliné en sous-objectifs. Par exemple, on a un des sous-objectifs, c'est l'intégration des personnes en situation de handicap ou l'intégration de personnes très éloignées de l'emploi vers nos métiers. Et là-dessus, on a quelle est la quantité de personnes que l'on a réussi à emmener vers nos métiers, à accompagner vers nos métiers. Et donc, ça, ce sont des choses qui sont auditées par un organisme tiers indépendant qui va vérifier. Donc, on a un comité de mission qui va suivre la réalisation des missions, qui va orienter, etc. Et un organisme qui a un comité indépendant et un organisme tiers indépendant qui a un cabinet d'audit. Pour nous, c'est KPMG, qui va aller vérifier que les engagements que nous avons pris sont suivis des faits. Et ça, c'est hyper important. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la réduction des déplacements et des kilomètres effectués par nos salariés. Ça fait partie des engagements que nous avons pris et sur lesquels on va vérifier combien de kilomètres. C'est aussi un moyen de progresser. C'est aussi un moyen de progresser, bien évidemment. D'année en année. On va terminer, il nous reste un peu moins de 2 minutes, mais on l'a déjà évoqué, sur la capacité à retenir vos salariés, à limiter le turnover. Vous disiez, dès l'origine, en 1999, je voulais créer une entreprise qui ait un maximum d'impact sur la vie des gens. Or, si vous voulez des clients satisfaits, il faut des salariés épanouis. Comment vous arrivez à retenir vos salariés? Parce que c'est un métier où il y a quand même pas mal de turnover. Ça dépend il y a un turnover important sur certains métiers et sur certaines zones géographiques.
par exemple, sur les métiers de la garde d'enfants, où on a beaucoup d'étudiants, les étudiants, ils ne restent pas et c'est structurel. Sur les métiers à plus forte vocation, comme un métier d'auxiliaire de vie, là-dessus, on a des gens qui restent très longtemps. Et puis sur les métiers, même sur les métiers d'assistante ménagère, qui sont nos métiers historiques, on a plein de salariés qui ont plus de 10, 15, 20 ans d'ancienneté dans le groupe. Donc, mais souvent, c'est les premiers mois qui peuvent être les plus importants. Et donc, qu'est-ce que l'on fait pour travailler la fidélisation ? On travaille sur l'élément qui est central, qui est la qualité la qualité de vie au travail, et notamment, et ça passe par la qualité des plannings. C'est là aussi où on revient sur l'élément dont on parlait tout à l'heure. Quand je vais travailler sur les plannings pour réduire les temps de transport et les temps de trajet, eh ben, j'améliore la qualité de vie au travail de mon collaborateur qui va passer moins de temps dans les transports, moins de risques dans les transports, qui va dépenser moins d'argent en transport, et donc qui va avoir et une meilleure qualité de vie au travail et une meilleure rémunération à la fin. Merci beaucoup Guillaume Richard et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup et Innovation.